vers les destructions articulaires et le handicap. Donc, j'enchaîne, pour compléter ce qu'a dit professeur Deho, j'enchaîne avec un deuxième cas clinique, donc un troisième plutôt. Donc, ce cas clinique-là qui concerne un monsieur âgé de 38 ans, architecte, qui consulte pour des lombalgies évoluant depuis 9 mois. Et le patient vous dit qu'il n'avait en fait jamais consulté car ses douleurs étaient auparavant intermittentes et elles étaient mises sur le compte de son travail au chantier, sachant que c'est un architecte qui également se déplace dans les chantiers et qui pouvait avoir quand même un travail de force. Donc, quels éléments anamnestiques euh, recherchez-vous donc à l'interrogatoire? Est-ce que vous recherchez les caractéristiques de la douleur, l'existence d'un éventuel contexte traumatique, des irradiations, des signes neurologiques, des signes généraux et bien sûr les facteurs de risque et les comorbidités? Donc, je ne sais pas si je vais avoir Essayez accès de voir si au... vous avez le chat. Oui, c'est bon, j'ai le chat. C'est bon. Donc, Voilà. Voilà, mais donc pour le moment, allez répondre parce pas que ça de, vous voilà, pas de permettra réponse de pour le faire moment. l'avant. Ça vous permettra d'être un 4-5. Un 4 5 parfait. Encore. Les deux, d'accord. Tous, un, parfait. Tous, un 4 5. Très bien. Donc, un 2 4 5. Parfait, très bien. Donc, les réponses sont variables. Tout le monde s'est mis d'accord pour le un 4 5. Et moi, je dirais que par rapport donc à l'interrogatoire. En fait, l'interrogatoire doit être le plus exhaustif possible. Il faut rechercher les moindres signes qui pourront nous orienter justement vers le diagnostic. Donc, c'est l'embalgie chez ce sujet jeune, âgé de 38 ans, qui présente, je dirais pas un travail de force, mais qui nécessite certains efforts. On devrait bien sûr préciser les caractéristiques de la douleur. Donc la douleur, est-ce qu'elle est d'ordre mécanique ou inflammatoire? Très important puisqu'on n'a pas d'autres notions objectives en fait. C'est pas comme s'il y avait des arthrites ou en objectif les signes inflammatoires et là c'est plus facile. Mais par contre là, l'interrogatoire prend toute son importance puisqu'il faut vraiment préciser l'horaire de la douleur. Est-ce qu'il s'agit d'une douleur mécanique qui survient lors d'efforts éventuellement inhabituels ou qui a tendance à s'améliorer avec le repos? Ou est-ce que c'est une douleur inflammatoire qui réveille le patient euh, la nuit? Pas au changement de position, j'insiste là-dessus. La professeure de l'a précisé, mais j'insiste aussi. Donc, c'est des douleurs spontanées qui réveillent le malade, généralement la deuxième partie de la nuit, qui aussi, une notion très importante à préciser, c'est le dérouillage matinal ou le blocage le matin. Donc, le patient, il vous dit, quand je me réveille le matin, je suis bloqué. Et la durée de ce blocage-là doit être précisée aussi, puisque au cours de la douleur mécanique, il peut exister un blocage, mais généralement, il est bref, il est d'un quart d'heure, il est moins de 30 minutes. Par contre, au cours donc, de la douleur inflammatoire, le dérouillage matinal, il est lent. Il peut même excéder les 2 heures. Donc, il vous dit, j'ai du mal à bouger et ça a tendance à s'améliorer au courant de la journée. Donc, la précision d'irradiation, c'est important parce que là, le principal euh, aussi, étiologie de ces douleurs à éliminer, c'est une éventuelle lombo-sciatique ou lombo-sciatalgie, vu l'âge et le travail aussi. Les signes neurologiques, importants aussi. À chaque fois qu'on a des lombalgies, on recherche les signes neurologiques qui peuvent accompagner ces lombalgies, notamment avec les radiculalgies et donc les troubles de la sensibilité, des troubles moteurs, donc un déficit moteur, tout ça doit être éliminé. Les signes généraux, donc toute douleur articulaire doit être, on doit préciser devant toute douleur articulaire la présence de signes généraux, donc fièvre, altération de l'état général, amaigrissement, puisque ça peut être le signe d'appel d'une pathologie à caractère péjoratif.
Un contexte traumatique, oui, à préciser. Donc, notamment, pas un traumatisme majeur seulement, mais aussi le port de charges lourdes, un faux mouvement. Tout ça doit être précisé à l'examen clinique. Et bien sûr, les comorbidités que peut présenter le patient. Donc, notre patient nous rapporte à l'interrogatoire qu'il présente des douleurs qui se sont installées de façon progressive, donc son facteur déclenchant, le réveillant vers 5 heures du matin. Elles sont maximales en début de journée et entraînent un dérouillage matinal de plus d'une heure. Elles siègent au niveau du rachis lombaire, les fesses, et elles irradient aux genoux parfois. Donc, parfois, c'est plutôt, parfois, les irradiations, elles sont à gauche et parfois à droite. Ces douleurs n'ont aucun caractère neuropathique et on retrouve la notion d'un tabagisme actif. Et il n'y a pas de signes généraux, à savoir pas de fièvre, notion d'amaigrissement ou d'altération de l'état général. Donc, après l'interrogatoire, on passe au deuxième temps de l'examen clinique lorsque vous recevez votre patient, qui est l'examen clinique. Donc, qu'est-ce que vous recherchez à l'examen clinique? Donc, l'étude de la statique rachidienne, la recherche d'une raideur rachidienne, notamment pas une contracture des muscles paravertébraux et l'indice de Schauber, le signe de la ZEG, le signe de la sonnette, l'examen des hanches et des genoux, les manœuvres explorant les sacro-iliaques, l'ampliation thoracique et l'examen neurologique. Donc, voilà, j'attends vos réponses. Très bien, tous. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Très bien, parfait. 1, 5, 8. Examen des hanches neurologiques, très bien. Voilà, j'attends s'il y a d'autres réponses pour pouvoir commenter. Enfin, toutes les réponses, parfait. D'accord, donc la plupart ont répondu que, en fait, on recherche tous ces signes-là. Effectivement, tous ces signes-là doivent être recherchés. D'abord, on commence par l'étude de la statique rachidienne. En fait, le motif de consultation, ce sont des lombalgies. Donc, on doit examiner le rachis en commençant par la recherche de troubles statiques rachidiennes. Donc, s'il y a une kyphose, une scoliose, en fait, tous ces signes-là doivent être recherchés, notamment à l'inspection. Qu'est-ce qu'on recherche également? On recherche donc une raideur rachidienne, très bien. Le patient vous a rapporté un blocage, donc un blocage essentiellement le matin. Donc on doit voilà, étudier la raideur rachidienne par la palpation d'abord à la recherche d'une contracture des muscles paravertébraux et aussi l'indice de Schauber. Ce fameux indice de Schauber, en fait, c'est un indice qui nous renseigne sur la mobilité du segment lombaire. Comme vous le savez, donc la colonne vertébrale est constituée de plusieurs segments, le segment cervical, dorsal, lombaire et enfin le segment le coccyx et donc le sacrum et le coccyx, le segment sacré et le segment coccygien. Donc il faut savoir que en termes de mobilité, le rachis cervical est très mobile, le rachis lombaire aussi, parce qu'en fait ce sont des segments libres. Par contre, pour le rachis dorsal, donc il est donc encastré dans la cage thoracique, donc il forme la cage thoracique avec les côtes et le sternum, et le segment sacré et coccygien, en fait, forme le bassin avec l'ossiaque et autres. D'accord? Donc, ces segments-là sont très peu ou pas mobiles. Du coup, on étudie essentiellement la mobilité du segment cervical et rachidien et lombaire. Et chez notre malade, donc, le principal, en fait, signe à rechercher, c'est l'indice de Schauber, donc, qui est la différence entre qui nous renseigne sur la mobilité du rachis lombaire et qui nous donne la différence de la mesure en position donc neutre et en demandant au patient de se pencher en avant. Le signe de la ZEG,
comme je vous ai dit auparavant, chez ce patient-là, une lombe sciatique est fortement suspectée, d'autant plus qu'il y a des irradiations à l'interrogatoire. Donc, on cherche le signe de la ZEG et le signe de la sonnette qui nous renvoie vers une lombe sciatique d'origine discale. L'examen des hanches et des genoux. Donc, parfois, il existe des douleurs projetées. Donc, le patient vous rapporte des douleurs au niveau des fesses et qui irradient jusqu'au genou. Donc, on doit systématiquement examiner là les hanches et les genoux. Donc, voilà, pour éliminer une éventuelle douleur projetée. Les manœuvres explorant les sacro-iliaques, puisqu'il y a de douleurs fessières, il y a des fessalgies. Donc, nous devons aussi donc, examiner les sacro-iliaques. L'ampliation thoracique, comme je disais tout à l'heure, donc au niveau du rachis, le rachis lombaire et le rachis cervical qui sont les plus mobiles, mais toutefois au niveau du rachis dorsal, il n'y a pas de mobilisation spécifique, mais l'ampliation thoracique nous permet quand même d'être orienté vers la mobilité du rachis dorsal. Et l'examen neurologique, bien sûr, il est important, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des irradiations donc, il se pourrait qu'il y ait des radiculalgies et à ce moment-là, on étudie la sensibilité, les réflexes et bien sûr la force musculaire. Donc, chez votre patient, vous retrouvez un indice de Schaubert à 10-12 centimètres et je rappelle les normes. Donc, l'indice de Schaubert doit être donc, supérieur ou égal à 10-14 centimètres. D'accord? Donc, la différence doit être supérieure à 4 centimètres. Donc, vous voyez que l'indice de Schaubert est limité chez notre patient. Les manœuvres explorant les sacro-iliaques sont douloureuses, notamment la palpation directe. L'ampliation thoracique est normale, elle est à 8 centimètres. Il n'y a pas de trouble de la statique rachidienne. Le signe de la ZEG et de la sonnette sont négatifs. L'examen des hanches et des genoux est normal et l'examen neurologique est sans anomalie. Donc, quelle est votre orientation diagnostique? Donc, devant ce patient présentant des lombalgies nocturnes, le réveillant avec des rouillages matinales, qui est en bon état général, et, chez qui présente également des fessalgies et des sciatalgies, ce qu'on appelle des sciatalgies tronquées à bascule. Euh, voilà, 4 arthrose, 1, 2, 4. Voilà, 2, très bien, d'accord. Parfait. 2, 2 et 3. D'accord. 2 et 4. 2. Donc, je vois que la réponse qui revient souvent est la 2. Effectivement, vous avez raison. En fait, les lombocytalgies d'origine discale, on avait dit que les lombalgies se sont installées de façon progressive sans facteur déclenchant. Les douleurs sont d'horaire inflammatoire, contrairement à la lombo-sciatique commune d'origine discale, qui est plutôt mécanique. Et chez un sujet jeune, survenant après un effort ou un éventuel effort. Donc, les lombalgies secondaires à une spondylodicite infectieuse. Là, il n'y a pas de signes généraux, il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'amaigrissement. Donc, même si les lombalgies secondaires à une spondylodicite infectieuse sont à l'origine de douleurs d'horaire inflammatoire, la lombarthrose, alors la lombarthrose, c'est l'arthrose lombaire qui survient généralement chez un sujet plus âgé. Notre patient a 38 ans et elles sont mécaniques, elles sont purement mécaniques, alors que là, nous sommes devant des douleurs d'horaire inflammatoire chez un sujet jeune. Les métastases osseuses rachidiennes, on doit les éliminer bien sûr. Donc, il s'agit d'un sujet plutôt jeune, euh, avec un état général conservé. Les hémopathies malignes aussi sont à évoquer, mais qu'on arrive à écarter devant donc, la conservation de l'état général. Et donc voilà. Voilà, notre orientation, c'est vers une spondyloarthrite. Et là, je vais rappeler ce qu'avait dit professeur Dehaut, que les spondyloarthrites font partie des rhumatismes inflammatoires chroniques
Et il s'agit en fait d'un groupe dont le chef de file est la spondylarthrite ankylosante, mais qui englobe également le rhumatisme psoriasique. Ce sont des manifestations articulaires associées à un psoriasis cutané. L'arthrite réactionnelle, donc c'est un tableau clinique qui associe donc une atteinte articulaire, une atteinte, il peut y avoir aussi une atteinte oculaire, une atteinte digestive survenant dans les suites d'un épisode infectieux, donc notamment digestif ou urogénital, les spondyloarthrites des entérocolopathies, qui sont également des manifestations articulaires, donc qui peuvent être axiales ou périphériques, qui sont associées aux colites inflammatoires, à savoir la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. Et il y a aussi le groupe des spondyloarthrites indifférenciées, qui présentent donc chez des patients qui présentent des manifestations qu'on n'arrive pas à classer dans ces différents groupes dont on vient de parler. Donc, il faut savoir pourquoi avoir regroupé toutes ces entités dans un même groupe. Parce qu'en fait, ils présentent des manifestations cliniques, à savoir un syndrome douloureux axial, périphérique, donc des manifestations anthésiques, mais aussi des manifestations extra-articulaires et un terrain génétique qui est plutôt commun. Donc, ces pathologies-là ont en commun ces manifestations cliniques ainsi que ce terrain génétique. J'attire aussi votre attention euh, sur le fait qu'il y a eu une nouvelle nomenclature par rapport aux spondyloarthrites. Donc, avant, on parlait de spondylarthropathie. Moi, déjà étant externe, on m'a enseigné les spondylarthropathies. Donc, actuellement, ce terme est obsolète, donc on ne l'utilise plus, mais on parle plutôt de spondyloarthrite. Et dans le groupe des spondyloarthrites, en fait, on retrouve les spondyloarthrites axiales, donc les spondyloarthrites qui s'accompagnent de manifestations axiales. Et à ce moment-là, toujours dans le souci de poser précocement le diagnostic, puisque pour poser le diagnostic de spondylarthrite ankylosante, les signes radiographiques sont très importants, donc ils font partie des critères donc de classification. Mais ces signes-là sont malheureusement d'apparition tardive, donc après parfois plusieurs années d'évolution. Donc, c'est pour cela que actuellement, on parle de spondyloarthrite axiale, soit radiographique, donc avec une sacro-iliite radiographique, et à ce moment-là, on l'appelle spondyloarthrite radiographique ou ankylosante axiale, ou les spondyloarthrites axiales non radiographiques. Non radiographiques, donc, euh, chez des patients avec des radiographies notamment des sacro-iliaques sans anomalie. Donc, on peut poser le diagnostic de spondyloarthrite chez ces patients-là, donc à un stade précoce de la maladie. Dans ce groupe-là des spondyloarthrites, on retrouve aussi les spondyloarthrites périphériques articulaires. Donc, ce sont des spondyloarthrites ayant donc des manifestations articulaires périphériques, comme notamment le patient le cas clinique qui a été présenté par professeur Dehoux, qui présentait une oligoarthrite des membres inférieurs. Et dans cette entité-là, on peut donc trouver des spondyloarthrites périphériques articulaires érosives ou non érosives. Érosives, donc, qui s'accompagnent de destruction articulaire, et non érosives, donc, qui ne s'accompagnent pas de destruction articulaire. Et il existe également une dernière entité qui est les spondyloarthrites périphériques anthésitiques, donc, qui s'accompagnent de manifestations anthésitiques, donc d'une atteinte des anthèses. Donc voilà, donc il faut savoir que la spondyloarthrite est une maladie des anthèses. Qu'est-ce que c'est qu'une anthèse? C'est la zone d'ancrage dans l'os de différentes structures fibreuses, et la spondyloarthrite est responsable d'une inflammation de ces anthèses-là qui va entraîner une érosion, et la cicatrisation de ces anthèses inflammatoires va conduire à l'ossification avec formation d'anthésophytes et d'ankylose.
Donc, revenons à notre patient. Qu'est-ce qui nous a permis d'orienter notre diagnostic vers une spondyloarthrite devant les douleurs inflammatoires, qui est un critère majeur, chez un patient âgé de moins de 40 ans. Mais après, même si vous recevez un patient de plus de 40-45 ans, à ce moment-là, il faut préciser l'âge du début des symptômes. L'installation progressive, la durée de plus de 3 mois, donc on est face à une pathologie chronique, l'odeur matinale qui est supérieure à 30 minutes, et bien sûr le caractère inflammatoire des douleurs, comme on le disait, qui sont nocturnes et qui s'accompagnent de réveils en seconde partie de la nuit. Et ce qui est aussi très évocateur de la spondyloarthrite, ce sont en plus de ces lombalgies inflammatoires, ce sont les douleurs fessières ou les fessialgies et les sciatalgies tronquées à bascule. Donc, ce sont des irradiations qui n'excèdent pas le genou, qui reviennent tantôt à droite et tantôt à gauche. Donc, voilà, pour un petit peu étayer les manifestations cliniques des spondyloarthrites. Donc, le syndrome, je vous ai dit que c'est une pathologie qui donne une atteinte axiale, une atteinte articulaire et une atteinte anthésitique. L'atteinte axiale, il s'agit d'un syndrome pelvirachidien fait de dorsolombalgie inflammatoire qui est dû à l'atteinte des anthèses du rachis et des sacro-iliaques. Donc là, nous allons pas répéter qu'il s'agit de lombalgie inflammatoire qui s'accompagne d'une raideur, notamment avec un test de Schobert limité, qui peut à la longue, dans les formes évoluées, entraîner une disparition de la lordose lombaire avec une exagération de la kyphose thoracique et bien sûr qui évolue avec le temps vers l'ankylose et qui donne un risque élevé de fracture. Et on peut avoir aussi dans l'atteinte axiale de la spondyloarthrite une atteinte de la paroi thoracique antérieure, donc une atteinte costo-vertébrale avec qui peut entraîner un syndrome restrictif thoracique. Donc voilà, donc à côté des dorsolombalgies, nous avons également les fessialgies, qui peuvent être unilatérales, bilatérales ou à bascule, donc en plein fesse. Et donc, qui peuvent irradier, comme je vous l'ai dit, et simuler une lombalgie sciatique, mais à ce moment-là, sans caractère neurologique. Donc, chez notre patient, chez qui vous suspectez une spondyloarthrite, vu ce que vous avez trouvé à l'interrogatoire et à l'examen clinique, qu'est-ce que, quels sont les éléments que vous allez rechercher en faveur de ce diagnostic? Donc, est-ce que vous recherchez des antécédents familiaux de spondyloarthrite, un antécédent personnel ou familial de psoriasis, entérocolopathie inflammatoire, donc un parent suivi pour une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, ou bien même des signes orientant vers ces pathologies-là, donc ces entérocolopaties inflammatoires. Vous allez rechercher l'existence de diarrhée, notamment glérosanglante chez votre patient. Vous allez chercher une notion de sécheresse oculobuccale, notion d'arthrite périphérique, donc de gonflement des articulations périphériques, notion de doigt ou orteil en saucisse, donc la notion d'un doigt ou d'un orteil totalement tuméfié, rouge, qui prend l'aspect d'une saucisse, notion de thalalgie, notion de chute de cheveux ou notion d'œil rouge douloureux. Qu'est-ce que vous recherchez à l'interrogatoire? Alors, tous, un, deux, quatre. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous recherchez l'interrogatoire? Très bien. Donc, un, deux, quatre. Un, deux et quatre. Un, deux, oui. Oui, j'attends toujours vos réponses. Un, deux, quatre, cinq. Un, deux, quatre, cinq. Très bien. Oui. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre à rechercher? Systématiquement à l'interrogatoire devant tout patient chez qui vous suspectez une spondyloarthrite. Donc voilà, un 2 3 7 1, 2 3 7 tous, d'accord, très bien. Donc tous,
Parfait. Alors, vos réponses sont, bon, sont variées. Donc, je pense que il y a quelqu'un qui me signale un problème de sang. Donc, je ne sais pas s'il y a un souci. Est-ce que tout le monde m'entend? Parfait, خلاص. Donc, je pense que tout le monde m'entend. Parfait. Donc, voilà. Euh, Par rapport à notre patient, donc revenons à notre patient, chez qui on suspecte fortement une spondyloarthrite, qu'est-ce qui est à rechercher, donc les éléments complémentaires à rechercher, notamment à l'interrogatoire. Bon, un antécédent familial de spondyloarthrite, oui. Oui, parce que souvent on retrouve une notion de SPA dans la famille, de spondyloarthrite dans la famille. Un antécédent personnel ou familial de psoriasis, oui. D'entérocolopathie inflammatoire, oui. Une sécheresse oculobuccale, alors pourquoi? En fait, c'est pas un signe qui peut être associé à la spondyloarthrite. Donc, c'est plus un signe qu'on retrouve au cours des connectivites et qui nous oriente vers un syndrome de Sjögren qui est souvent associé aux connectivites. Par contre, il n'y a pas d'association notable entre un syndrome de Sjögren et les spondyloarthrites. Donc, c'est pas une notion importante à rechercher. Une notion d'arthrite périphérique, oui, parce qu'un épisode comme ça de gonflement du genou pourrait passer inaperçu. Euh, une notion d'orteil ou de doigt en saucisse, effectivement aussi. Notion de thalalgie. Comme je vous ai dit, la spondyloarthrite est une maladie de Zantèse, donc qui peut s'accompagner de thalalgie. Une chute de cheveux, non, c'est également un signe qui accompagne certaines connectivites, notamment le lupus. Notion d'œil rouge douloureux, oui, et maintenant on saura pourquoi. Parce qu'en fait, à côté du syndrome axial, nous avons aussi comme manifestation clinique de la spondyloarthrite un syndrome articulaire périphérique qui se manifeste généralement par une oligoarthrite des membres inférieurs, prédominant sur les grosses articulations. Genou est le plus fréquemment touché, parfois les chevilles. Et souvent, l'atteinte, elle est asymétrique, contrairement à la polyarthrite rhumatoïde, où l'atteinte est bilatérale et symétrique. Là, nous avons plutôt une oligoarthrite, donc moins de euh, 4 à 5 articulations, qui touche plutôt les grosses articulations des membres inférieurs, les genoux et les chevilles, qui est asymétrique. Et on peut également avoir une atteinte coxo-fémorale, donc une atteinte de la hanche, euh, qu'on appelle la coxite. Donc, l'atteinte inflammatoire de la hanche est appelée la coxite. Elle est fréquente au cours des spondyloarthrites et elle est redoutable par son retentissement fonctionnel. Donc, elle peut engendrer un handicap majeur. D'autres localisations sont possibles. Donc, on peut avoir une atteinte des interphalangiens distales, pas que, mais cette atteinte-là est typique du rhumatisme psoriasique. Donc, elle est souvent rencontrée au cours du rhumatisme psoriasique, qui peut également toucher les autres petites articulations des mains. On peut avoir des dactylites, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fameux doigt ou orteil en saucisse, comme vous le voyez sur cette image-là. Donc, c'est une tuméfaction diffuse de tout un doigt ou de l'orteil qui est due à l'association d'une enthésite inflammatoire distale, d'une ténosynovite et d'une arthrite, le plus souvent tripolaire. Donc, cette atteinte-là, elle associe une enthésite, une arthrite et une ténosynovite. Donc, une synovite, une ténosynovite et une enthésite. Donc, pratiquement tous les constituants du doigt et de l'orteil sont touchés, donnant cet aspect-là en saucisse. Donc, voilà, ça, c'est les manifestations périphériques. On a aussi des manifestations anthésopathiques, donc une atteinte des anthèses qui caractérise les spondyloarthrites. Et c'est en fait une atteinte inflammatoire de l'anthèse parce qu'on peut avoir une atteinte mécanique des anthèses et toutes les anthèses sont touchées, surtout celles siégeant aux membres inférieurs. Et comme expression clinique, on peut avoir des pathologies inflammatoires
pas. Donc, ces talalgies-là, ce sont des douleurs d'étalon qui sont matinales au premier pas et qui sont améliorées dans la journée. Elles sont souvent bilatérales ou à bascule chez ce sujet jeune, mais il faut savoir qu'on peut aussi avoir des talalgies, notamment chez un sujet obèse qui est dû donc à une épine calcanéenne, qui est également une entésopathie, mais à ce moment-là mécanique. Et l'atteinte des talons, elle est on peut avoir l'atteinte de talons, on peut avoir l'aponevrosite, euh, donc l'aponevrosite plantaire et l'achilléite, donc l'atteinte du tendon d'Achille, soit de l'aponévrose plantaire ou l'atteinte du tendon d'Achille. Et on recherche aussi une enthésopathie à la palpation, notamment des autres enthèses, à savoir la tubérosité tibiale, le grand trochanter, les ischions, et aussi une atteinte de la paroi thoracique antérieure. Donc, si vous vous rappelez, on avait dit qu'on recherchait également des signes extra-articulaires. Parce qu'en fait, la spondylarthrite ankylosante, la spondyloarthrite, peut s'accompagner de manifestations touchant les autres systèmes, les autres appareils. Donc, parmi ces manifestations, qui sont fréquentes, elles sont parfois inaugurales et à rechercher systématiquement à l'interrogatoire et parfois même avec des examens spécifiques. Donc, nous avons l'uvéite aiguë antérieure, d'où la recherche d'une notion d'œil rouge douloureux. Donc, l'uvéite responsable d'un œil rouge douloureux avec photophobie et vision floue. Donc, qui peut s'accompagner d'un risque de synéchie avec baisse de l'acuité visuelle. Donc, il est primordial de la rechercher et de la traiter, donc de l'orienter vers l'ophtalmologue pour un traitement adéquat. Les entérocolopathies inflammatoires. Donc, nous avons, au départ, je vous ai dit que les spondyloarthrites formaient un groupe de pathologies dont fait partie le rhumatisme des entérocolopathies. Donc, nous avons une spondyloarthrite associée à une éventuelle maladie de Crohn et à une RCH. Et là, il faut rechercher la notion d'une diarrhée glérosanglante et d'un amaigrissement. On peut avoir aussi des manifestations articulaires de spondyloarthrite associées au psoriasis, euh, soit cutané, inguéal ou du cuir chevelu, ou même des plis, et qui peut précéder parfois l'atteinte articulaire dans 75% des cas. Donc, ces signes-là sont à rechercher systématiquement devant toute suspicion dans ce spondylarthrite ankylosante. Donc, chez notre patient, quel est l'examen de première intention que vous allez demander pour confirmer le diagnostic de spondylarthrite ankylosante? Donc, des radiographies du thorax, bassin, rachis et incidence des sacroiliaques, un bilan biologique standard, donc rénal, la formule, l'hémogramme, le bilan rénal, le bilan hépatique, avec recherche bien sûr d'un syndrome inflammatoire biologique par l'AVS et la CRP, les radiographies des mains et des pieds de face, un bilan biologique immunologique à la recherche d'anticorps antinucléaires, facteurs rhumatoïdes et d'anti-CCP, la recherche du gène HLA-B27 ou l'IRM du bassin. Donc, qu'est-ce que vous allez rechercher chez notre patient? 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Vous demandez tous ces examens-là, très bien, d'accord. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, parfait. Euh, Restons collés à notre patient qui présente des lombalgies, donc des manifestations axiales à type de lombalgie inflammatoire, voilà, sans autres signes, sans altération de l'état général, sans autres signes orientant vers une autre pathologie. D'accord. Donc, chez notre patient. D'accord. Très bien. Donc, je vois que la plupart ont tendance à demander pratiquement tous les examens, du moins les radiographies, le bilan biologique, les radiographies des membres, le bilan immunologique. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes ayant répondu. Donc,
de la sorte. Donc, les examens de première intention à demander chez notre patient, je dis bien, on reste collé à notre patient pour confirmer le diagnostic de la spondyloarthrite. Donc, nous allons d'abord confirmer le diagnostic, ensuite nous allons faire le bilan d'extension. Mais pour confirmer le diagnostic, nous avons besoin de radiographie standard du thorax, du bassin, du rachis et les incidences des sacro-iliaques et un bilan biologique standard et inflammatoire. Alors, pour la radiographie des mains et des pieds de face, en fait, il n'y a pas d'atteinte des mains, des pieds, d'accord? Si le malade présentait des polyarthralgies touchant les poignets et les mains, à ce moment-là, ces radiographies sont justifiées, mais ce n'est pas le cas chez notre patient qui ne présente que donc des manifestations axiales pour le moment, d'accord? Puisqu'on est devant un patient qui est au début de sa maladie. Donc, par la suite, il pourra très bien présenter toutes les autres atteintes dont on a parlé, d'accord? Alors, un bilan immunologique, non, il s'agit d'un homme certes jeune, mais qui présente des manifestations purement axiales. Donc, il n'y a même pas de polyarthralgie périphérique. Donc, non. Il faut savoir que si votre patient avait des lombalgies avec donc des arthrites des genoux et des chevilles, à ce moment, les radios des chevilles et des genoux sont justifiées, on doit les demander. Mais en l'absence de manifestations, elles ne sont pas nécessaires. Le bilan immunologique non plus. La recherche du gène HLA-B27 qui pourrait être intéressante, mais pas en première intention, et l'IRM du bassin n'est pas justifié avant les radiographies standards. D'accord. Voilà. Donc, les examens complémentaires à réaliser les radiographies, la radiographie conventionnelle, donc les radios standards qui sont l'examen de première intention. Donc, le rachis cervical, le rachis dorsal, lombaire, le bassin, les incidences des sacro-iliaques, puisque souvent, dans la radiographie du bassin, on ne peut pas interpréter les sacro-iliaques sur toute leur hauteur, mais on arrive quand même à voir les pieds des sacro-iliaques. D'où l'intérêt de demander une incidence des sacro-iliaques qui nous montre donc toute l'articulation sacro-iliaque. Donc, l'objectif de ces radios-là, c'est de montrer les lésions structurelles typiques des spondyloarthrites. Et il faut savoir que au cours des spondyloarthrites, il est très important de différencier les syndesmophytes des ostéophytes. Je ne sais pas si vous voyez donc sur ces images de radiographie standard la différence entre un syndesmophyte qui est plutôt fin, d'orientation verticale, donc que vous allez trouver chez un patient qui présente un contexte spondyloarthropathie, et les ostéophytes sont plutôt donc des formations osseuses grossières d'orientation horizontale et qui se retrouvent dans les rhumatismes dégénératifs, notamment l'arthrose. Donc, ces radiographies, elles sont utiles au diagnostic lorsqu'elles montrent une sacro-iliite typique ou un syndesmophyte typique, mais leur limite majeure, c'est que ces lésions-là sont rencontrées à un stade tardif, donc elles ont une faible rentabilité au stade précoce, mais elles sont à demander systématiquement en première intention chez tout patient chez qui vous suspectez une spondyloarthrite. Donc, les lésions radiographiques au cours des spondyloarthropathies, nous avons une sémiologie assez riche. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? La lésion initiale, c'est la spondylite érosive antérieure de Romanus. Donc, je ne sais pas si vous voyez le curseur. En fait, il s'agit d'une érosion du bord antérieur de la vertèbre, qu'on appelle la spondylite de Romanus. D'accord? Donc, la spondylite de Romanus correspond à une érosion du bord antérieur de la vertèbre qui s'accompagne secondairement d'une mise au carré des vertèbres. Vous savez très bien que le bord
ce bord antérieur de la vertèbre, il est plutôt concave. Mais au cours des spondyloarthrites, on a tendance à avoir un bord antérieur qui est rectiligne, d'où l'appellation de la mise au carré. C'est comme un carré, voilà. Alors que en temps normal, il est plutôt concave. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Donc, quand vous voyez sur donc, cette radio-là, il y a une mise au carré des vertèbres et cette érosion-là, si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit que la lésion élémentaire était l'érosion, cette érosion, quand elle va cicatriser, elle va évoluer vers la formation d'anthésophytes, comme c'est le cas ici. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle une ébauche syndesmophytique. Donc, le début d'un syndesmophyte, vous voyez. Donc, euh, en fait, c'est l'évolution de cette érosion-là. Et le syndesmophyte, il correspond à une ossification verticale, fine, comme on l'avait dit tout à l'heure, et qui va pousser jusqu'à former un pan osseux entre deux vertèbres. Donc, ce syndesmophyte-là va pousser et va former un pan. Je ne sais pas, là, c'est visible. Vous voyez les pans entre les vertèbres formés par ces syndesmophytes là. D'accord? Et quand les syndesmophytes, ils sont étagés et apparaissent de façon bilatérale, se voit dans les formes avancées, on a l'aspect qu'on appelle en colonne de bambou. Vous voyez, ça forme comme des colonnes de bambou. Voilà, comme vous le voyez ici, de part et d'autre. Donc, ce sont des syndesmophytes étagés qui apparaissent de façon bilatérale. Et généralement, ces syndesmophytes débutent au niveau de la charnière dorso-lombaire, donc de la transition D12-L1. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On peut avoir aussi une atteinte des articulations postérieures, comme vous le voyez ici sur cette radiographie du rachis cervical, où il y a une disparition de l'espace entre les articulaires postérieurs. Donc, il y a une ankylose ou une fusion des articulations postérieures. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On peut avoir une ossification du ligament jaune que vous voyez là. Vous voyez cet aspect-là. Donc, c'est l'aspect du ligament ossifié qu'on appelle l'aspect en rail de tramway. D'accord? Donc, c'est l'aspect en rail. Donc, on peut avoir aussi d'autres atteintes, une spondylodicite aseptique, donc qui s'accompagne d'une irrégularité, d'un pincement avec irrégularité des bords supérieur et inférieur de la vertèbre. Et on peut aussi avoir, comme au cours de la polyarthrite rhumatoïde, d'ailleurs c'est la seule manifestation axiale qu'on peut rencontrer au cours de la polyarthrite rhumatoïde, c'est l'atteinte de la charnière acloïdo-axoïdienne, d'accord? Ça s'accompagne d'une subluxation acloïdo-axoïdienne, donc C1, C2 au niveau du rachis cervical. Ça, c'est au niveau vertébral. Donc, ça, c'est à rechercher. Tous ces signes-là sont à rechercher sur une radiographie du rachis cervical ou dorso-lombaire. Et on doit également rechercher l'atteinte des sacro-iliaques. Donc, l'atteinte des sacro-iliaques, donc, qui peut répondre à une classification. Ce sont les stades de la sacro-iliite suivant les critères de New York. Donc, où le grade 0, c'est un aspect normal des sacro-iliaques. Le grade 2, donc le grade 1, c'est suspicion d'anomalie, parce qu'il faut savoir que les sacro-iliaques sont difficiles à interpréter sur le plan radiographique, d'accord? Donc, le grade 2, il s'agit d'anomalie minime, donc soit érosion ou sclérose sans altération de l'espace articulaire. Le grade 3, c'est une anomalie de sacro-iliite modérée ou avancée avec plusieurs aspects suivants, donc érosion, sclérose, élargissement, pincement, ankylose ou ankylose. Et le grade 4, c'est l'ankylose totale, comme vous le voyez sur la radiographie en bas. Par contre, la radiographie en haut, il s'agit d'un stade 2 où on a une sclérose avec des érosions, le fameux aspect
en timbre de poste. D'accord? Et en stade 1, c'est une suspicion d'anomalie. Donc, nous avons donc un flou avec un pseudo-élargissement de l'articulation des sacro-iliaques. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi sur le plan radiographique? Nous avons dit que l'atteinte de hanche était aussi fréquente. On peut avoir un pincement global de l'interligne coxo-fémorale, comme on le voit sur cette radiographie-là. Donc, un pincement global de l'interligne. Par contre, quand le pincement est électif, donc il siège à une zone, il oriente plutôt vers une arthrose. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Des signes de reconstruction, un aspect irrégulier. Et aussi là, on voit qu'il y a aussi un aspect irrégulier de l'ischio qui est en rapport avec une anthésopathie. Cette anthésopathie qu'on retrouve aussi au niveau des talons, comme vous le voyez là, c'est une érosion qui est suivie d'un processus de condensation et d'ossification irrégulière au niveau des talons. Donc, à la radiographie standard, on recherche également des signes en faveur d'une anthésopathie avec cette irrégularité et cette condensation. Donc, on revient à notre patient chez qui nous avons demandé un bilan standard et des radiographies. Alors, vous voyez qu'il n'y a pas d'anomalie à la formule et il n'y a pas de syndrome inflammatoire biologique. La VS est à 18 mm la première heure et la CRP est à 7 mg par litre. Donc, les radiographies sont normales, donc sont sans anomalie. Par contre, il vous rapporte qu'il était nettement amélioré après la prise du traitement que vous avez prescrit. Donc, les anti-inflammatoires, vous avez prescrit chez ce patient pour le soulager, bien sûr, des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et ceci après que vous vous soyez assuré de l'absence des contre-indications. Donc, nous avons dit que c'était un sujet jeune, sans antécédent. Voilà, donc chez qui on pouvait prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Mais il vous rapporte quand même une reprise des douleurs après 48 heures de l'arrêt des anti-inflammatoires. Il vous signale aussi un nouvel élément qui s'est ajouté à la symptomatologie. Ce sont des douleurs du talon gauche. À ce moment-là, quelle est votre conduite à tenir? Donc, vous rassurez le patient en lui disant qu'il ne présente aucune pathologie. Vous demandez une TDM du bassin, vous demandez une IRM des sacro-iliaques, vous demandez une scintigraphie osseuse, vous faites la recherche du gène HLA-B27, vous demandez une échographie du talon. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous demandez chez notre patient? Alors, il y en a qui me disent 2, 6, 2, donc TDM, donc 3. 3 c'est IRM, 2, 6, très bien. Voilà, 6, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6, d'accord. D'accord, très bien. Donc, 3, IRM, 3, IRM, d'accord. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on demande chez notre patient? Vous voyez que vous suspectez fortement une spondyloarthrite, donc ces douleurs inflammatoires chez ce sujet jeune, qui sont améliorées par les AINS, mais qui présentent donc une récidive des douleurs à l'arrêt des AINS, qui présente également des thalalgies, mais qui n'a rien sur le plan radiographique. Donc, aucun signe vous orientant vers une spondyloarthrite. Donc, c'est le tableau typique d'un patient au début de la maladie. Donc, on complète par c'est bien déjà que personne n'ait répondu que le patient ne présente aucune pathologie, car les radiographies normales n'éliminent pas le diagnostic de spondyloarthrite. La TDM du bassin, elle n'est pas intéressante à ce stade parce qu'il n'y a pas de lésion structurelle, il n'y a pas de lésion osseuse. Comme vous le savez très bien,
le scanner du bassin, enfin, le scanner apporte une meilleure caractérisation des lésions osseuses, alors que là, nous recherchons l'inflammation, d'accord? Et cette inflammation-là, elle n'est pas mise en évidence par l'ATDM, mais plutôt par l'IRM, qui peut nous montrer un œdème osseux, donc une inflammation au niveau notamment de ces articulations, de ces sacro-iliaques-là. La scintigraphie n'a aucun intérêt. La recherche du gène HLA-B27, alors là, nous allons détailler ça tout de suite. Une échographie du talon. Alors, il vous rapporte des thalalgies. Comme on le sait tout à l'heure, on avait dit que ça pouvait être une manifestation anthésitique rencontrée au cours des spondyloarthrites. Donc, l'échographie est intéressante parce qu'elle nous montre cette inflammation de l'anthèse. Donc, cette anthèse, soit de la ponévrose plantaire ou du tendon d'Achille. Donc, on retrouve des signes inflammatoires de l'anthèse à l'échographie. Donc, voilà. Donc, concernant l'IRM des sacro-iliaques, elle est très utile pour le diagnostic précoce et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle nous montre l'inflammation avant les signes radiographiques. Mais toutefois, sa spécificité reste imparfaite parce qu'elle dépend toujours de l'opérateur, mais elle est inutile s'il y a déjà une sacro-iliite à la radiographie standard. Donc, si vous avez une sacro-iliite, pourquoi aller demander une IRM? D'accord? Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit qu'en termes d'examen de première intention, parfois la radiographie standard peut suffire pour poser votre diagnostic s'il y a les anomalies typiques de la SPA. Mais l'IRM trouve tout son intérêt devant une forte suspicion de spondyloarthrite et en l'absence de signes radiographiques. L'échographie avec Doppler, donc elle a un intérêt dans les anthésopathies périphériques, mais sa valeur diagnostique isolée est limitée. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous n'avez que ça, si vous n'avez rien à l'IRM, si vous avez un HLA-B27 négatif, avec cette allergie-là inflammatoire et que vous retrouvez une anthésite à l'échographie, seul ne vous permet pas de retenir le diagnostic. Donc, mais qui pourrait apporter un plus en fait dans un contexte de spondyloarthrite. La scintigraphie osseuse n'a aucun intérêt dans le diagnostic de la spondylarthrite ankylosante et elle n'est pas recommandée. L'IRM, là, vous voyez, je vous ai parlé de l'œdème osseux. Cet œdème osseux qui se manifeste par un hyposignal, comme vous le voyez là, au niveau des berges sacrées et iliaques de l'articulation sacro-iliaque en T1 et cet hyposignal donc, se transforme en hypersignal en T2, donc voilà, et qui nous oriente vers un œdème osseux, donc vers une inflammation. Les examens biologiques, il faut savoir, tout à l'heure, je vous ai dit que notre patient n'avait pas de syndrome inflammatoire et ceci est tout à fait possible au cours des spondyloarthrites où on peut donc trouver une VSC et une CRP normale dans 60% des cas. Donc, dans 60% des cas, il n'existe pas de syndrome inflammatoire. Et quand il y a un syndrome inflammatoire, surtout s'il est important, donc un syndrome inflammatoire important, à ce moment-là, il faut éliminer une infection ou un cancer ou rechercher une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc, dans ce contexte-là, le syndrome inflammatoire est présent et il est important. Alors, pour le HLA-B25, il est inutile lorsque le diagnostic de spondyloarthrite est déjà confirmé, donc on ne le demande pas systématiquement. Par contre, il est utile dans les formes douteuses. En fait, chez un patient qui ne présente aucun signe radiologique, radiographique, lâcher la B27 peut être demandé, il peut nous aider lorsqu'il est positif. Mais faut savoir que donc, il est fréquent au cours de la spondylarthrite ankylosante. Donc, il est retrouvé chez 70 à 80% des patients atteints de spondyloarthrite. Toutefois, il existe une partie des patients atteints de spondyloarthrite chez qui l'HLA-B27 est négatif. Donc, il n'est pas
obligatoire pour obtenir le diagnostic de spondyloarthrite. Et le fait qu'il soit positif ne veut pas systématiquement dire que vous faire poser le diagnostic de spondylarthrite, puisqu'on le retrouve chez sévère, on peut avoir une atteinte cardiaque, notamment euh, des troubles du rythme, de la conduction et donc des valvulopathies. Euh, la prise en charge des comorbidités, bien sûr, si notre patient présente des comorbidités, notamment le risque cardiovasculaire, comme je vous l'ai dit, qui est accru. Il faut aussi faire attention au risque rénal. C'est un patient chez qui vous allez prescrire des anti-inflammatoires non stéroïdiens au long cours. Donc, il faut à chaque fois prendre en considération le risque rénal et aussi le risque d'hypertension artérielle sous ce traitement AINS prolongé. Et bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, les patients atteints de spondyloarthrite, donc de rhumatisme inflammatoire chronique, peuvent faire une ostéoporose, donc qu'on doit dépister et traiter si elle existe. Donc, l'activité physique et la kinésithérapie sont essentielles à la prise en charge avec une rééducation supervisée, mobilisation des hanches en extension, rééducation respiratoire, prévention de l'ankylose rachidienne. Il faut savoir que les traitements actuels, notamment les biothérapies, qui ont révolutionné la prise en charge des rhumatismes inflammatoires chroniques, ne remplacent pas la kinésithérapie. Donc, pour que votre patient reste souple, il faudrait qu'il fasse de la kinésithérapie, de la rééducation fonctionnelle. Et la chirurgie est proposée au cas, notamment avec le remplacement prothétique, au cas d'atteinte destructrice sévère des articulations, notamment des hanches. Et bien sûr, il faut une prise en charge sociale avec une adaptation du poste de travail. Alors, euh, pourquoi passer directement à l'arrêt de travail? L'arrêt de travail, on peut le prescrire chez un patient ayant une forme sévère et qui souffre énormément, mais on doit traiter notre patient
qu'il soit en bon état général, pour qu'il garde son activité professionnelle et son insertion socio-professionnelle, d'accord? Parce que souvent, ce sont des sujets jeunes qui, lorsque vous les mettez donc en invalidité ou en arrêt de travail, auront des répercussions notamment psychologiques. Donc, il faut avoir comme objectif traiter votre patient, obtenir une rémission et mener une vie tout à fait normale, donc avec une activité professionnelle. Si nécessaire, adapter le poste de travail, s'il n'est pas adapté à son atteinte, voilà. Mais donc voilà. Donc la prise en charge socio-professionnelle fait aussi partie de la prise en charge des spondyloarthrites. Le traitement médicamenteux de la spondyloarthrite, il faut savoir que au cours des spondyloarthrites, notamment axiales, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont les traitements de première intention. Ils sont efficaces, notamment chez plus de 70% des cas, surtout au début. Leur action est rapide. Il faut les utiliser à dose optimale, donc voir la dose efficace chez votre patient. Privilégiez les formes LP à libération prolongée le soir pour éviter les douleurs matinales et l'enraidissement matinal. Donc, il est préférable de prescrire les formes à libération prolongée le soir. Et les anti-inflammatoires non stéroïdiens restent quand même des molécules dans la réponse répond à une sensibilité personnelle, d'accord? En fait, c'est des susceptibilités individuelles à la réponse aux anti-inflammatoires. Donc, votre patient peut répondre à un INS, mais pas à un autre, comme il peut répondre à tous les INS, comme il peut échouer à tous les INS. Et l'échec, donc, est défini par l'essai d'au moins 2 anti-inflammatoires non stéroïdiens différents sur 4 semaines. Donc, chez notre patient, on prescrit un premier anti-inflammatoire non stéroïdien. S'il est efficace, donc autant le maintenir. Si il est, mais après, la prise ne doit pas aussi être journalière. Il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas donner à vie des anti-inflammatoires tous les jours. Donc, ce sont des pathologies qui évoluent par poussée-rémission. Et comme l'anti-inflammatoire non stéroïdien n'est pas un traitement de fond, donc il est préconisé de faire des fenêtres thérapeutiques. D'accord? Et la nécessité de prise quotidienne d'anti-inflammatoires non stéroïdiens pendant des mois pour être améliorée, nous fait donc penser à une autre alternative thérapeutique, d'accord? Mais par contre, un patient que vous suivez qui prend de temps en à autre un anti-inflammatoire non stéroïdien, à ce moment-là, il n'y a pas indication à intensifier le traitement. On peut le garder sous AINS, vraiment pris de façon vraiment intermittente, mais pas de façon continue. Et on parle d'échec aux AINS, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on aura utilisé en moins 2 anti-inflammatoires sur une période de 4 semaines, à ce moment-là, on doit préconiser un autre traitement. Et il faut savoir qu'environ 25 à 50% des patients restent actifs sous AINS. Donc, malgré la prise d'AINS, notre patient n'est pas soulagé. Sans oublier, bien sûr, chez ces patients-là qui pourraient éventuellement avoir une MICI associée, donc une RCH ou une maladie de Crohn associée, que ces anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués. On peut avoir recours aux antalgiques en complément des AINS et chez les personnes présentant une contre-indication aux AINS. Et les traitements locaux peuvent être aussi proposés, notamment les infiltrations en cas d'arthrite ou d'anthésite et bien sûr la physiothérapie, l'ergothérapie, les appareillages. Les traitements de fond, alors ils sont indiqués chez les patients répondeurs ou partiellement répondeurs ou INS ou après échec des gestes locaux. Donc déjà, ils sont préconisés chez les patients présentant des manifestations périphériques. Donc chez un patient présentant des manifestations axiales pures, il n'y a pas lieu de prescrire les traitements de fond conventionnels qu'on appelle aussi les DIMARD et qui sont représentés par le méthotrexate, le leflunomide ou la sulfasalazine. Donc ces traitements-là peuvent être proposés
chez les patients présentant une spondyloarthrite périphérique qui ne répondent pas aux AINS et aux infiltrations. Donc, ils agissent sur les manifestations périphériques et ne sont pas indiqués lorsque les symptômes sont strictement Professeur, axiaux. vous êtes vers la Hein? fin ou la mazel? Oui, 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 je suis C'était le vraiment vers contrat. la fin. Non, D'accord, non, je ok. suis vraiment vers la fin. Et il y Ok. a d'autres traitements Je vous actuellement, laisse comme les bio. continuer et faire اسمحي لي كلام كبير. Je vous laisse continuer et clôturer hein, parce que je dois bouger. Ça. Parfait, là. Donc, les biomédicaments, cette fameuse biothérapie, comme je vous ai dit, qui a révolutionné la prise en charge, notamment de la spondylarthrite ankylosante. Avant, on ne disposait que des AINS pour les formes axiales, mais actuellement, il y a des traitements qui peuvent être prescrits dans les formes axiales, dans les formes périphériques et dans les formes axiales et périphériques. Et au cours des spondyloarthrites, ce sont les anti-TNF-alpha et les anti-interleukine 17 qui sont indiqués. Dans l'indication, bien sûr, dépend du spécialiste, puisque ce sont des médicaments intra-hospitaliers stricts. Donc voilà, pour dire que la spondylarthrite ankylosante doit être diagnostiquée au stade de début pour éviter l'évolution vers cette forme-là historique. On ne devrait plus voir de forme historique de spondylarthropathie, de spondyloarthrite, avec cette attitude guindée, notamment avec antéprojection du cou, flexion des genoux, avec la disparition de l'exagération de la syphose et la disparition de la lordose. Donc voilà, j'en ai fini. Je ne sais pas si je pourrais avoir quelques questions. C'est à vous de voir, docteur Gougem, ou si je dois clôturer. Je ne sais pas si docteur Gougem m'entend. Donc, je disais, je ne sais pas si désir de grossesse, c'est SPA. Donc, je vais répondre à cette, à cette question-là. Désir de grossesse et SPA, c'est tout à fait possible. Donc, au cours des rhumatismes inflammatoires, il est préférable de planifier la grossesse avec le médecin, donc le rhumatologue et le gynécologue, la programmer en période de rémission. Donc, oui, les anti-inflammatoires, on doit les arrêter systématiquement et ça dépend si votre patiente n'a qu'une forme axiale ou une forme axiale et périphérique. À ce moment-là, pour la sulfate il n'y a aucun problème s'il s'agit d'une forme périphérique. Par contre, si la patiente est sous métaux, on doit l'arrêter, ainsi que le phénolumolide. Donc, l'efflunomide chez une patiente en activité génitale n'est pas recommandé, puisque, comme vous le savez, on doit programmer une grossesse 2 ans après l'arrêt du lefflunomide, donc de l'Arava, ou bien faire un wash-out. Donc, on l'évite chez la femme en activité génitale. Donc, si votre patiente est sous anti-TNF-alpha, à ce moment-là, on peut les garder et programmer une grossesse. Grossesse et anti-TNF, ce n'est pas une contre-indication. Il est préférable de les arrêter au troisième trimestre et aussi de faire attention à la vaccination. Donc, il est recommandé de retarder la vaccination du bébé de 6 mois après l'arrêt des anti-TNF. D'accord? Donc, grossesse et SPA, c'est tout à fait possible. Il suffit juste de planifier et de bien surveiller. Les anti-inflammatoires doivent être arrêtés dès qu'il y a désir de grossesse, ainsi que le méthotrexate. La sulfasalazine peut être poursuivie, ainsi que les anti-TNF. Si on utilise des anti-TNF, il est préférable de les arrêter au troisième trimestre et il est primordial de retarder les vaccinations chez le bébé. Alors, quel est le traitement correspondant à une patiente âgée de 86 ans pour une coxite droite, sachant qu'elle a une insuffisance rénale débutante sous syndrome et HTA? Donc, le traitement de la SPA ou de la coxite? Alors, cette patiente, j'imagine qu'elle a déjà été traitée. Les anti-inflammatoires ne sont pas une bonne alternative. Elle est âgée, sous syndrome et présente une HTA.
Donc, toutes ces comorbidités présentent des contre-indications aux AINS. S'il y a une coccyte droite, alors vu l'âge, je ne sais pas si elle est éligible à un remplacement prothétique, donc à une prothèse. Sinon, dans le cas contraire, et s'il vient, bien sûr, la coccyte est invalidante. Mais dans le cas contraire, si la chirurgie n'est pas possible, à ce moment-là, on peut proposer des antalgiques, euh, des antalgiques et aussi donc une rééducation fonctionnelle à cette patiente-là de 86 ans, non éligible au remplacement. Donc voilà, le souci, c'est ça. Donc c'est le traitement palliatif, c'est la rééducation et les antalgiques. Non invalidantes, alors on la laisse tranquille. Est-ce que, oui, 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 la rééducation fonctionnelle avec le renforcement musculaire, il faudrait que cette patiente-là, âgée de 86 ans, puisse garder son autonomie. Donc, traiter la douleur avec des antalgiques et aussi, donc, proposer une rééducation fonctionnelle avec un renforcement musculaire pour garder l'autonomie. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, pour le support, je demande à Dr Google de m'envoyer sa boîte mail. Comme ça, je vais lui envoyer, elle vous le transmettra. Et adaptation du poste détail. Alors, vous, si vous jugez, vous qui suivez un patient atteint de SPA, si vous jugez que son travail entraîne donc une donc en fait qu'il est pénible pour lui de continuer son activité professionnelle, d'accord? Donc à ce moment-là, vous allez faire un courrier en médecine de travail, puisque c'est la médecine de travail qui s'occupe de ça. Et vous, si vous jugez que voilà, il a une SPA active, invalidante, donc il lui faudrait au moins 3 heures le matin pour pouvoir se libérer un petit peu par rapport à son dos, donc un dérouillage de 2 heures, 3 heures du matin. À ce moment-là, vous allez euh, parce que l'adaptation en fait du poste de travail, c'est un allègement des tâches qui lui sont attribuées. Donc, vous allez l'envoyer en médecine de travail qui fera en sorte d'indiquer voilà, cette adaptation et et c'est aussi au responsable au travail qui va lui trouver une tâche qui soit adaptée, donc moins contraignante euh, euh, donc, par rapport à sa pathologie. Donc voilà, prolonger aggrave l'état. Bon, la position assise prolongée, on peut dire peut pas dire qu'elle aggrave l'état, c'est plutôt l'immobilité qu'elle entraîne parce que au cours de la SPA, il est conseillé de bouger. Donc, un patient, donc je comprends un petit peu votre question, l'arrière-pensée de votre question. Vous demandez à un patient qui a qui travaille dans un bureau, qui a une SPA. À ce moment-là, on peut pas, s'il est bien, à ce moment-là, il continue son activité, euh, tout en conseillant quand même, en ayant un travail sur bureau assis toute la journée, toutes les demi-heures, de se lever et de faire le tour du bureau. Donc, ça lui évite cette position assise prolongée. Donc, un petit tour de 2, 3 minutes dans le bureau pourrait donc éviter cette position assise prolongée. Et bien sûr, à côté du travail au bureau, il est conseillé aux patients de bouger, donc de faire les activités de la vie quotidienne et aussi de faire de la réadaptation fonctionnelle à côté. Donc, la rééducation fonctionnelle, c'est vrai que ce sont des pathologies chroniques. Il faut adresser votre patient au kiné qui va commencer la rééducation au début. Et là, c'est l'intérêt de l'éducation thérapeutique afin d'expliquer au patient que tous les mouvements qu'il avait fait au kiné, avec le kiné, il devrait les reproduire chez lui, seul à la maison. Donc, ça fait partie intégrante de la prise en charge. Vous voyez, il y a toujours est-ce que le sport est recommandé? Oui, tout à fait. Il n'y a aucune contre-indication à pratiquer du sport. Je vous ai dit seulement en période d'activité. Si votre patient n'est vraiment pas bien, à ce moment-là, on suspend l'activité sportive qu'on pourra reprendre par la suite
dès que votre patient aille mieux. Le sport, quel est le type de sport recommandé? Alors, vous savez très bien, la natation, elle est très, très, très intéressante. Elle fait travailler tous les muscles, tous les segments en apesanteur et aussi, elle permet aussi d'améliorer l'ampliation thoracique. Donc, donc, elle est très conseillée. Mais après, votre patient peut faire tous les sports qu'il veut, hein, sauf si il a une atteinte des hanches et des genoux, qu'il ne peut pas pratiquer certains sports. À ce moment-là, la natation, la marche, elles sont fortement conseillées. Proposer de la chirurgie. Quel type d'INS et combien de jours? Alors, pour le type d'INS, il n'y a pas un type d'INS bien précis. C'est suivant les comorbidités de vos patients. En cas de comorbidité cardiovasculaire, le naproxène est intéressant. S'il y a des épigastralgies, il y a les anticox-2 et le diclofénac qui sont les mieux tolérés sur le plan digestif. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est des réponses, c'est des susceptibilités individuelles. Donc, votre patient peut répondre à INS, mais pas à un autre. C'est pour ça qu'il est conseillé d'essayer plusieurs INS. Même si un ne marche pas, on prescrit un autre. Pendant combien de jours, alors on traite la poussée. Dès que le malade se sente mieux, on essaye d'arrêter. Après, comme j'en ai parlé tout à l'heure, si votre patient nécessite une prise quotidienne pendant plusieurs mois d'INS, même s'il est amélioré, il faut penser à un autre traitement. S'il n'a que l'atteinte axiale, pensez aux anti-inflammatoires non stéroïdes, plutôt à la biothérapie. Donc, parce qu'on ne peut pas laisser notre patient quotidiennement pendant des mois, voire des années sous INS. Alors, la chirurgie a des indications bien précises, notamment enfin, le remplacement prothétique, les prothèses, s'il y a une atteinte de la hanche invalidante, donc s'il y a une coxite invalidante, à ce moment-là, on propose une prothèse de hanche chez notre patient. Idem pour le genou, s'il y a une atteinte destructrice invalidante du genou, à ce moment-là, lui propose une prothèse du genou, mais pas à un stade de début. Justement, il faut faire le diagnostic et le traitement pour éviter le recours à la chirurgie. Donc voilà, s'il y a d'autres questions. Oui. Ben, je vous remercie déjà d'avoir assisté, de l'intérêt que vous portez à ce genre de formation interactive. Je pense que c'est très intéressant, illustré par des cas cliniques, en fait, qui nous rapprochent de la prise en charge des patients dans la vie quotidienne. Alors, le traitement est à vie. Ça dépend du traitement. Si vous mettez un traitement de fond conventionnel, oui, il est à vie. Si c'est un patient qui présente atteinte axiale et périphérique chez qui vous prescrivez du méthotrexate ou de la sulfasalazine, alors vous devrez le poursuivre. S'il s'agit de biothérapie, notamment d'anti-TNF-alpha, lorsque votre patient est en rémission pendant plus de 6 mois, à ce moment-là, on peut proposer un espacement. Vous voyez, si c'est un traitement qui est pris, parce que ça dépend du traitement, si c'est un traitement qui est pris tous les 15 jours, à ce moment-là, on peut aller jusqu'à 3 mois, voire un mois. Donc, au lieu de faire l'injection tous les 15 jours, on leur fera une injection par mois. Mais il s'agit d'une pathologie chronique, d'évolution chronique. Donc, la prise en charge doit être au long cours. Donc, les traitements sont prescrits à vie. Après, comme je vous ai dit, pour les anti-inflammatoires non stéroïdiens, c'est sûr qu'il ne faudrait pas les poursuivre à vie. Donc voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, ben, je vous dis merci également à vous. Et voilà. Je pense que docteur Gougam n'est pas là.
Donc, je ne sais pas si je vais conclure moi-même. Et donc, voilà. Donc, je vous remercie et je pense que Dr. Gougom a dû se déplacer. Donc, voilà, elle m'a demandé de conclure. Alors, je vous dis merci pour l'intérêt que vous portez. Et puis, voilà, peut-être qu'on se retrouvera dans d'autres formations. Et il est intéressant de proposer aussi des sujets qui vous intéressent. Bon, on a pensé à l'arthrose, on a pensé au rhumatisme inflammatoire débutant, parce qu'il y a beaucoup d'errances diagnostiques au début en fait, qui fait perdre aux patients la chance d'être pris en charge à temps. Donc voilà, donc j'espère que c'était bénéfique et je vous remercie. Parfait. Alors pour la présentation, il y a aucun souci, je vais vous l'envoyer, mais euh, je ne sais pas si Dr Google pourrait me transmettre un lien où je pourrais l'envoyer ou son adresse mail, elle vous la transmettra par la suite. Merci. Ben, merci. Au revoir.